Hop, voilà, donc on va essayer. Je vais faire très court. Donc moi, je m'appelle Guillaume Catrou, je suis administrateur des Sports 35, ancien président du Graal. Donc je suis ravi, moi, en tant qu'ancien président du Graal, qu'on se retrouve aujourd'hui. Voilà. Et puis Delphine m'a dit, fais comme tu le sens. Moi, je voudrais pas dédier, mais avoir une petite pensée pour Gérard Breillot, qui serait certainement content de nous voir ici ensemble et puis qui apprécierait les capsules. Donc les capsules, c'est quoi? Après avoir présenté les enjeux, on peut aussi les illustrer. Voilà, c'est pour ça que le Graal a choisi d'offrir, on va dire, un espace d'expression, de mise en lumière, euh, d'actions concrètes, d'expériences positives. Donc, en donnant la parole à des personnes concernées, aux personnes qui les accompagnent. Et puis, voilà, nous, on espère que ça va être inspirant. Alors, c'est pas forcément toujours dans le champ de l'innovation. En tout cas, c'est toujours singulier. Et puis voilà, c'est présenté par les acteurs, et je dis acteurs dans tous les sens du terme, parce qu'ils ont préparé cette démarche, ils l'ont préparée, ils l'ont construite, ils y ont mis beaucoup de cœur, ils ont été libres, ils ont une carte blanche sur les contenus. Voilà, et c'est ça aussi, première petite étape, je ne sais pas, du pouvoir d'agir. Donc pour les accompagner, moi j'appelle là Fanny Dufour, donc du cabinet de l'organisme Nouvelles Oratrices, même s'il n'y a pas que des femmes parmi nos acteurs, donc pour nous expliquer un peu la démarche préparatoire. Voilà, Merci merci. Guillaume et bravo de jouer. Je t'ai mis des pièges. Donc merci beaucoup, bravo pour la prise de parole. Pas besoin de coaching pour toi. En effet, les 5 capsules oratoires, les 7 orateurs et oratrices que vous allez écouter, ils ont été désignés volontaires, on va dire ça comme ça, par leurs différentes structures. Ce sont des personnes comme vous, comme nous. Alors ça aurait pu être vous. Peut-être que l'année prochaine, ce sera vous ici. Alors écoutez bien. En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de les accompagner un après-midi, tous ensemble, pour déterminer leur message. Et puis ensuite, 2 séances de coaching individuel. Donc vous allez voir, sur ce petit temps, ils sont hyper prêts. Si, si. Ils et elles le sont. Et moi, ce que je me dis, c'est que pour parler de super pouvoirs, enfin en fait de pouvoir d'agir, ils ont des super pouvoirs. Alors le premier intervenant, il s'appelle Jean-François, et lui, son super pouvoir, c'est la créativité. La créativité, elle passe par ses mains. Alors je vous propose d'ouvrir grand vos oreilles. Ça va? Un petit peu d'apaisement, c'est toujours bon à prendre en ce moment. Je parle d'apaisement parce que pour la majorité des personnes, la première sensation avec cet instrument, c'est cette sensation d'enveloppement, d'apaisement, de bien-être. Vous avez entendu, c'est une proposition forte parce que ça remplit l'espace sonore
et puis aussi ça suscite la curiosité. Donc pour beaucoup de personnes, ça donne envie d'essayer. Et l'intérêt de cet instrument, qui s'appelle un hang, qui vient de Suisse, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'être musicien ou de connaître la musique pour commencer à produire des sons et des mélodies, et de commencer à ressentir ce que ça fait sur soi et ce que ça produit sur les autres. Alors moi, je ne suis pas musicothérapeute, dans le sens où la musicothérapie va chercher à traiter ou à soigner une problématique avec la musique. Je suis éducateur spécialisé, avec un passé de musicien, donc une casquette de musicien. Et donc j'utilise la musique au quotidien et dans le cadre de projets, dans un accueil de jour. Je travaille au temps du regard à passer, qui accueille des personnes adultes à la journée, des personnes qui présentent différents types de handicaps, psychiques, intellectuels, sensoriels ou moteurs. C'est un lieu qui a été pensé comme un lieu d'accueil chaleureux, convivial. C'est l'ancienne école de Passé, un très beau bâtiment, et donc, qui s'appelle les Acanthes. Donc c'est le nom de la fleur qui envahit notre beau jardin. Nous proposons différentes activités, différents ateliers autour de l'expression créative, qui est un axe fort du projet associatif pour l'épanouissement des personnes. Donc des ateliers danse, théâtre, arts plastiques, photo, mais aussi des ateliers en contact avec la nature et les animaux, des ateliers liés au corps, comme la relaxation, la piscine ou la marche. Ces ateliers sont des propositions, parce que les personnes accueillies peuvent aussi venir aux Acanthes juste pour profiter du lieu, des personnes présentes, sans être inscrites dans un atelier particulier, voilà, et s'inscrire dans des temps qu'on appelle des temps d'accueil. Parce que pour beaucoup de personnes, l'intérêt c'est aussi de rompre la solitude et de pouvoir créer des liens avec les autres. C'est dans ces espaces que moi j'ai commencé peu à peu à jouer de la musique, essentiellement des percussions comme le hang, mais aussi d'autres percussions comme les senza, qu'on appelle aussi des petits pianos de brousse, qu'on peut laisser à disposition des personnes, du djembé, de la derbuka, en tout cas en fonction des différents moments de la journée, de l'énergie du groupe, de la taille du groupe. L'idée c'est vraiment de partager et d'inclure la musique dans un quotidien, de participer aussi à la création de cette notion d'ailleurs, et en quelque sorte d'ouvrir des parenthèses dans la journée, des capsules musicales. Alors j'ai commencé au temps du regard 15 jours avant le premier confinement, donc ça n'a pas été simple au départ puisque tout a été chamboulé, ce qui était prévu n'était plus prévu, en tout cas il a fallu travailler avec des équipes différentes, des personnes différentes, dans des lieux différents. Et donc moi je crois aussi qu'à un moment donné j'ai eu besoin dans ce contexte anxiogène, on se souvient pour tout le monde, j'ai eu besoin de me raccrocher à quelque chose et de commencer à jouer de la musique de façon quotidienne. Alors il y a une expression commune qui dit que la musique est un langage universel, et c'est vrai qu'en tant que musicien, sans parler la même langue, on peut improviser et jouer de la musique sans avoir besoin des mots. On peut aussi ensemble tous vibrer à un concert en étant de cultures différentes. C'est parce qu'en fait la musique est un support à des relations qui passent au-delà du langage, puisqu'elle ne signifie rien, elle n'a rien à dire. Elle n'est pas là pour faire advenir une signification, mais une émotion, un ressenti, un vécu. Et c'est ça qui fait son caractère universel. Donc l'intérêt au quotidien dans le travail, c'est aussi de créer des liens autrement, des accroches, autrement que par le langage avec les personnes qu'on accompagne. Dans la continuité de cette utilisation de la musique au quotidien est née l'envie d'un projet artistique de plus grande envergure. Quand on en avait fini avec les confinements et la désinfection des tables, des chaises, des stylos, on a pu enfin se rencontrer avec les collègues et puis voilà, est née l'envie d'un projet artistique de plus grande envergure. Et j'ai rejoint avec ma casquette de musicien un projet de création d'une chorégraphie porté par mon collègue Samuel Richard. Et aujourd'hui, nous accompagnons 8 danseurs-danseuses de l'accueil de jour dans la création d'une chorégraphie en 5 tableaux autour du thème très actuel de la biodiversité. C'est un spectacle qui s'appelle Les Animaux Totems. Tout cela, on le fait en partenariat et en collaboration avec la compagnie L'Adaïna de Combourg, donc avec qui on travaille avec un chorégraphe et une danseuse. Donc c'est un spectacle qui tourne déjà. Vous aurez peut-être l'occasion de nous voir, dans le sens où on a déjà eu l'occasion de présenter ce travail au Théâtre de Verdure au Tabor, à la salle de spectacle de la MJC de Passé.
à la salle de la Cité dans le cadre de la semaine locale du handicap. Et bientôt au festival de danse Vortex, donc un festival de danse avec des compagnies professionnelles. La particularité du spectacle réside aussi dans le fait qu'une partie de la musique qui accompagne la chorégraphie est jouée en live, en direct, ce qui permet vraiment d'être dans une création à plusieurs, c'est-à-dire entre le chorégraphe de la compagnie, l'animateur, moi-même et les personnes qui contribuent à la création de cette chorégraphie. Il y a un côté transversal aussi dans ce projet, c'est-à-dire qu'on a associé l'atelier art plastique pour la construction des décors et l'atelier couture pour la confection des accessoires et des costumes. Alors bien sûr, c'est un spectacle qui demande une préparation, qui demande du temps, et donc pour donner de l'ampleur à ce spectacle, on a choisi d'adapter notre façon de travailler et de sortir du cadre habituel des ateliers. On est passé sur un mode de résidence à la journée, à la MJC de Passé, dans des conditions réelles, et même de week-end de création. On sort d'un week-end récemment de création, on est parti avec toute la troupe répétée. Voilà, tout ça pour se donner le temps, du temps et de l'espace pour créer, pour avancer. Aujourd'hui, avec ce projet, on peut dire qu'on a réussi à créer un collectif fort, un vrai esprit de compagnie de danse, où on partage avec les personnes des moments de création, de fierté, de joie, de réussite, de doute et de trac aussi. Quand on est en coulisses avant de monter sur scène, la frontière entre le handicap et puis les personnes en situation de handicap et les professionnels disparaît, puisqu'on a, à ce moment-là, on a tous le trac. Voilà, pour poursuivre l'aventure autour de ce grand projet et pour aller plus loin dans la création, dans une création collective, on a prévu d'inviter en 2023 un groupe de musiciens en résidence à l'accueil de jour. C'est un groupe qui s'appelle Bicolore et qui va investir pendant une semaine notre salle de réunion et la transformer en studio d'enregistrement. L'idée, c'est vraiment de permettre à toutes les personnes de l'accueil de jour de venir travailler, créer avec ces deux musiciens qui sont spécialisés en musique d'improvisation. Et on pourra notamment travailler sur la bande-son de notre prochain spectacle qui est déjà en réflexion. Je lisais récemment une tribune dans Ouest France, signée par les acteurs du médico-social du territoire, qui parlait des difficultés de recrutement dans le secteur depuis 2 ans. Alors bien sûr, il y a la question des salaires, il y a la question des rythmes de travail, et il y a la question de la reconnaissance. Et entre tout ça, il y a aussi la question du sens qui est primordiale. Et je pense que le sens, il réside aussi dans la capacité à pouvoir mener ce type de projet dans les institutions. Des projets porteurs pour les personnes que l'on accompagne et pour les équipes qui les construisent. Merci de votre attention. Merci. Profite. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, dans notre équipe de personnes au super pouvoir d'agir, il y en a une qui s'appelle Stéphanie. Et Stéphanie, son super pouvoir, voilà, on a plein, hein, mais notamment, c'est celui de la persévérance, de la ténacité, des convictions. Elle va au bout des choses et c'est ce qu'elle vient vous témoigner aujourd'hui. Stéphanie, c'est à toi. Bonjour à tous. Voilà 22 ans que je suis aide-soignante. Chaque matin, je prends mon service, je chausse mes crocs. 7h02, bonjour Madame Durand, un petit café ce matin? 7h04, moi je suis super efficace. 7h04, Monsieur Dupont, un petit chocolat chaud? 7h06, Madame Durand? Ah, j'ai oublié le lait dans le café. Dommage, elle devra attendre. Dans 1h17, je dois avoir fini mon couloir avec toutes les aides à la toilette. Allez, je m'arrête là. Là, ça n'envoie pas du rêve. Je viens de vous décrire vulgairement une partie de la fiche de poste d'une aide-soignante en service. Pour ma part, et sans aucun jugement de valeur, ça, c'est pas pour moi. Mon emploi, je le vois comme quelque chose qui ne demande qu'à s'étoffer, qu'à progresser. Il fait partie intégrante de mon chemin de vie. Pour ma part, j'ai évolué depuis plusieurs années sur plusieurs services, plusieurs unités, plusieurs régions. Toujours avec l'envie d'avancer et de ne pas rester figé.
Je suis salariée à l'ALAP, Association pour l'hébergement et l'accompagnement des personnes handicapées. Je suis accompagnante éducative depuis plus de 10 ans. J'ai la conviction que d'être hébergée en foyer de vie, en hôpital, en maison de retraite n'est pas une fin de parcours de vie. Qu'il existe des options infinies de se projeter et de profiter des offres de diversification existantes ou à créer. Je travaille actuellement avec des résidents de foyer de vie, des adultes vieillissants en situation de handicap. Les temps d'accompagnement à la vie quotidienne prennent de plus en plus le pas sur les temps d'activité ou d'animation. Il y a des aménagements et des réflexions faites autour de ces postes d'accompagnement, puis des créations de postes. Mais on a pu constater des manques de répit. Il y a bien sûr les vacances, 1 à 2 semaines par an pour certains, ou des temps d'activité ou d'animation de manière aléatoire, mais ceci toujours avec le groupe ou toujours de manière individuelle, très ponctuelle. En tant que professionnel, on est dans la recherche d'activité, de mouvement. Mais le mouvement, ça peut aussi être assis sur un fauteuil, à caresser un chat, en sentant l'odeur du gâteau qui sort du four. En parlant de chat, je suis médiatrice animale depuis 2011. Je suis convaincue que d'intégrer les animaux de manière ponctuelle ou plus régulière auprès d'enfants, d'adultes, de personnes âgées, en situation de handicap ou non, est un vrai plus. Très concrètement, c'est un soutien à la communication, au maintien et au développement de l'autonomie, au partage et au sentiment d'utilité. Il y a eu des barrières de mise devant mon envie de me former, puis de pouvoir exercer. Et je n'ai pas lâché, j'ai réussi. J'ai pu proposer des animations aux résidents de structure, mais aussi en dehors du cadre professionnel. J'ai d'autres cordes à mon arc, j'ai d'autres envies, d'autres passions qui pourraient susciter des besoins ou y répondre. Je sais coudre, je sais tricoter, je sais jardiner, je sais masser, je sais créer. J'ai aussi l'agrément d'accueillante familiale. Alors pourquoi, me direz-vous, ne pas mettre mes talents au service de l'accueil familial tel qu'il existe aujourd'hui? J'y ai déjà pensé. Et oui, bien sûr, je l'ai déjà expérimenté, j'ai déjà essayé. Mais aujourd'hui, les accueillants familiaux ne bénéficient pas de statut professionnel rassurant. Ils n'ont pas Ils n'ont pas de couverture salariale en cas de départ précipité de la personne accueillie, de perte de leur logement ou de leur agrément. Il y a très peu de travail d'équipe conséquent pour mener à bien le projet de vie de la personne accueillie. Il y a très peu de répit pour l'accueillant familial, mais aussi pour la personne accueillie, surtout s'il s'agit d'un accueil à temps plein. Et pour pouvoir dégager un salaire correct aujourd'hui, en 2022, en tant qu'accueillant familial, il faut pouvoir accueillir au minimum une personne à temps plein et un accueil de jour. Et à ce moment-là, vous pourrez envisager des prises de congés, des engagements familiaux plus conséquents ou de l'épargne pour pallier au fait qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent pas aux accueillants familiaux par manque de sécurité professionnelle. Et si on réfléchissait autrement? Et si on se permettait de créer de nouveaux postes? Pourquoi, en tant que directeur de structure, ne pourrait-on pas salarier un accueillant familial à durée indéterminée? Un statut sécurisant aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Sur 38 résidents présents sur le foyer de vie, j'ai déjà pu identifier 15 qui pourraient bénéficier de manière directe de mon projet. Je souhaite pouvoir accueillir à mon domicile des adultes étant hébergés en structure à temps plein. Je souhaite pouvoir proposer autre chose que du 9h-17h, horaire qui ne peut pas convenir forcément à tout le monde, mais qui pourtant est malheureusement proposé dans la plupart des cas. Je reste sur l'accompagnement pour tous, avec toute la diversité que cela engendre. Des accueils à la demi-journée, à la journée, en soirée, en week-end, pour 1 ou 2 personnes, toujours en restant sur le rythme de vie de chaque personne et sur leurs envies. Il me semble aussi important de pouvoir travailler en équipe pour mettre l'accueil familial au sein du projet de vie de l'accueilli. Ce temps qui commencera dès le transport jusqu'au domicile de l'accueillant familial. Transport et trajet effectués par l'accueillant familial afin de ne pas impacter les temps institutionnels. Ce poste pourrait aussi répondre à des accueils d'urgence, de manière programmée ou non, en fonction des besoins et des ressentis des résidents. Pour conclure, vous l'aurez compris que, comme le dit ma directrice générale, je ne m'interdis pas de réfléchir. Par contre, mon pouvoir d'agir sur ce projet, lui, rencontre ses limites.
J'ai déjà réussi, il y a 10 ans, à faire lever les barrières pour la médiation animale. Le fait de continuer à développer et à parler de ce projet, j'espère, suscitera des envies, des besoins, et pourquoi pas la création de ces nouveaux postes et leur financement. Ça n'a pas été facile pour moi aujourd'hui de venir parler devant vous. Ça ne fait pas partie de la fiche de poste d'une aide-soignante. J'aurais pu m'arrêter il y a 15 jours, rechausser mes crocs et repartir en service. Mais c'est mal me connaître. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point je crois en la réussite de ce projet. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Bon, bah, tu peux rajouter ça sur ta propre fiche de poste. Je vous l'avais dit qu'elle avait des convictions. Dans une équipe de super-héros et super-héroïnes, il faut toujours la meilleure copine. Celle, dès qu'on la voit, au bout de 2 secondes, on a envie de l'inviter prendre le café ou l'apéro ou ce qu'on veut, en tout cas chez nous. Et ça, c'est Vanessa. Vanessa, elle travaille dans un IME, elle accompagne des adolescents. Elle va vous raconter tout ça, une belle histoire, avec un peu d'eau, je crois, un peu de grenouille, enfin, plein de choses super. Vanessa. Merci. Bon, ça y est, c'est le moment. Donc, est-ce que vous connaissez le concept d'environnement capacitant? Alors, moi, je l'ai découvert en préparant l'intervention pour le Graal. Et après explication de mes collègues de formation ici présents, j'ai trouvé que ça correspondait bien en fait, à la situation éducative que je vais vous présenter. Donc l'environnement capacitant, c'est adapter l'environnement pour que la personne qu'on accompagne puisse prendre place plus facilement dans un projet. Alors moi, je suis éducatrice spécialisée dans un institut médico-éducatif, un IME. J'accompagne des adolescents âgés de 13 à 15 ans qui ont des difficultés d'ordre intellectuel et des troubles associés. J'ai aussi une formation d'animatrice nature. Voilà, donc sur le groupe que j'accompagne, chaque année, on met en place une expo sur un thème en lien avec la nature. Et chaque adolescent est responsable d'un stand qu'il anime auprès des familles et des groupes de l'IME. C'est vraiment en fait un moment très convivial. On apprend en s'amusant, on partage vraiment des très bons moments. Et on présente aussi un conte théâtralisé, accompagné par une intervenante de théâtre. Je reprends un peu mon souffle. Voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment que chaque adolescent trouve une place qui le met en situation de réussite, qui le valorise. Alors, pour illustrer le concept d'environnement capacitant, j'ai décidé de m'appuyer sur une situation qui concerne une adolescente du groupe. Alors, cette adolescente, elle a 15 ans. Elle est atteinte de trisomie 21. Elle s'appelle Élise. Donc Élise, en fait, c'est une adolescente qui est très, très vivante, très joyeuse, surtout pendant les pauses. Elle aime bien poursuivre les uns et les autres, s'amuser avec les copains et les copines. Elle est très blagueuse. Le genre de blague qu'elle peut faire, c'est quand elle sort des toilettes, qu'elle s'est lavé les mains, elle vient nous arroser. C'est un petit rituel sympa avec elle. Et elle aime aussi le coloriage, la musique, les animaux, enfin tout un tas de choses. Par contre, quand on rentre dans le cadre d'un projet collectif, et quand on la sollicite en tant qu'adulte, là, elle est différente. Elle se montre plus renfermée, plus à distance des adultes, moins mobilisable sur ce qu'on lui propose. Donc cette année-là, en fait, c'est l'année dernière, on avait choisi le thème de l'eau en fait pour l'expo, et j'ai choisi de l'accompagner dans un temps individuel pour voir justement comment on pouvait trouver une place pour elle dans l'expo. Donc je suis arrivée avec plein de choses. Je me suis appuyée sur ses centres d'intérêt, ce qu'il animait, et puis les blagues aussi, un peu l'humour. Et puis en fait, tout ce que je lui ai proposé, ça n'a pas semblé trop lui plaire en fait. Enfin, même clairement, ça ne lui a pas trop plu. J'ai ramené une petite grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites grenouilles-là. Ça vous dit quelque chose? On leur gratte le dos et puis ça fait un bruit de... Alors, c'est pas le même instrument que tout à l'heure, hein, mais voilà. Et alors, quand je lui ai présenté ça, la chose qu'elle a fait, c'est se boucher les oreilles, dire que ça faisait trop de bruit, et elle s'est échappée de la pièce. Donc forcément, à partir de là, j'ai dit, bon, on va peut-être arrêter là, ce petit temps autour de l'animation. On a fait tout autre chose. Et puis après, il a fallu un petit peu de temps pour que je réfléchisse à comment aborder à nouveau cette question de l'exposition pour elle. Et j'étais un peu mis au défi, un peu dépitée aussi. Hein.
Et puis, j'ai pensé à une activité vraiment qu'elle adore, c'est la piscine. Élise, quand elle est à la piscine, elle s'éclate, elle est avec les uns et les autres, elle nage très très bien. Et puis avec moi aussi, c'est toujours un moment très sympa où elle vient me chercher, elle m'arrose, elle me monte sur le dos, on a des situations de portage, enfin, c'est vraiment un moment très agréable avec elle. Et en plus, ça tombait bien puisque c'était en thème, avec le thème de l'eau. Donc j'ai décidé en fait de rapprocher cette activité piscine d'un autre atelier qu'on a à l'Expo. On travaille sur les expressions en lien avec le thème. On fait des petits sketchs en fait avec les adolescents. Et lorsque les gens viennent sur l'exposition, ils doivent deviner à quoi se rapporte la petite vidéo qu'on a fait en fait, à quelle expression. Donc j'ai décidé de leur proposer de travailler sur l'expression comme un poisson dans l'eau. Donc en fait, les adolescents ont fait des petits dessins autour des endroits en fait, pour exprimer l'endroit où ils se sentaient bien. Donc c'était assez chouette déjà de partager ça un petit peu avec eux. Et puis on a pris une vidéo d'Élise à la piscine. Une vidéo où elle était vraiment en pleine éclate avec les copains et copines. Donc lors de l'expo, en fait, cette vidéo-là, elle a été présentée par un autre adolescent du groupe sur un autre stand. Et donc les familles et les groupes ont pu voir Élise participer à l'expo par vidéo interposée. En plus, Élise, elle a eu plaisir à se voir à la piscine. Ça a créé un lien avec les autres jeunes qui étaient avec elle aussi dans l'eau. Donc, c'était un moment assez sympa. Avec le recul, en fait, à partir du moment où j'ai compris que pour Élise, c'était compliqué d'être physiquement présente dans le cadre de l'animation, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai réadapté, en fait, un peu modulé les habitudes d'animation et de présence sur l'expo pour qu'elle puisse y prendre place sans être malmenée, en fait. Donc il y avait aussi dans cette expo un stand qui s'appelait le coin d'Élise. C'est un coin qu'on a préparé ensemble. On avait mis en fait des coloriages sur les grenouilles, des doudous aussi qui permettaient de câliner un peu, d'avoir des moments de câlin pendant l'expo aussi. Puis Élise, elle aimait bien ça aussi. Et puis on a fabriqué ce petit paravent là en carton avec plein de grenouilles dessus en fait, parce que l'art plastique c'était un endroit où elle se sentait vraiment bien aussi. C'était un espace de liberté pour elle et d'expression. Donc je me suis appuyée sur cet espace-là pour confectionner ça. Et puis je me disais que ça pouvait être intéressant que sur l'expo, elle ait un petit endroit pour se mettre à l'abri en fait. Si jamais les regards ou la présence des autres venaient un petit peu la malmener, elle pouvait un peu se cacher derrière. Alors on a un peu joué avec, on a fait des petits scénarios de cache-cache derrière, on a aussi utilisé des grenouilles qu'on a essayé de cacher un petit peu derrière le paravent pour qu'elle se familiarise avec ça, qu'elle se l'approprie. Et puis, le jour de l'expo, en fait, on présente toujours les stands en fait, de chaque adolescent. Donc, on a présenté également celui d'Élise. Elle est accompagnée par un autre éducateur du groupe. Donc, ça a été bien identifié par tout le monde. Et puis, elle a pu y rester un peu, avec l'aide de l'éducateur aussi. Et puis, bien évidemment, elle en est sortie. Donc, voilà. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ça a permis quand même, ils pouvaient continuer de fonctionner seuls. Des jeunes, des adolescents, des adultes sont venus y colorier. Il y a aussi, ça a été aussi un coin un peu de protection pour certains enfants aussi qui avaient besoin de se mettre un petit peu dans un coin. Ils ont pu aussi profiter du petit paravent qui était présent sur ce stand. Donc voilà, c'est vraiment en fait l'intérêt, c'est vraiment que ça a permis de fonctionner sans qu'elle soit astreinte à y rester forcément et qu'on lui fasse violence à vouloir absolument la faire participer de cette manière-là. Elle a aussi participé au conte théâtral avec mon aide et puis avec l'aide beaucoup du groupe aussi, parce qu'on a des jeunes qui sont assez solidaires les uns avec les autres. C'est ça l'intérêt dans notre travail. Et donc on l'a accompagnée autour du conte théâtralisé et c'était Madame Pluie en fait. Donc elle a aussi broyé du papier dans les machines à broyer, là vous savez, dans les bureaux. Elle a fabriqué des confettis et puis elle jouait le rôle de Madame Pluie. Alors des fois, Madame Pluie, ça allait un peu dans tous les sens. Il n'empêche qu'elle a été présente avec nous et c'était très chouette qu'elle soit là dans ce moment collectif. Donc voilà, moi je trouve qu'en tout cas, Élise, j'ai essayé vraiment de respecter qui elle était, ce qu'elle m'indiquait aussi, pour être au plus près de ce qui pouvait lui faire du bien, et en même temps rester dans l'idée qu'un projet collectif est possible. Et donc, voilà, ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de refus. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'inventivité, passer beaucoup de temps à ça aussi. Mais voilà, je pense vraiment qu'elle a été respectée dans sa possibilité d'agir, en fait, dans cette activité-là aussi. L'environnement capacitant, c'est adapter l'environnement pour qu'une personne puisse prendre place dans son projet. C'est ce que je pense avoir fait avec Élise, sans forcément le savoir. Et ça a été vraiment pour moi une belle rencontre professionnelle aussi. Parce que ça m'a demandé de faire preuve d'écoute. Bon, ça, en général, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Mais
Voilà, de lâcher prise aussi, de m'adapter. Et voilà, je la remercie pour la construction qu'on a eue ensemble par rapport à cette expo. Et j'utilise encore le concept d'environnement capacitant cette année, notamment avec un jeune qui arrive sur le groupe, un adolescent qui a des troubles autistiques. Et donc j'essaie de voir avec lui, en fait, quels sont ses centres d'intérêt, ses points d'appui, mais aussi ce qui fait résistance, difficulté dans le collectif, pour que on puisse trouver une place aussi ensemble dans ce projet collectif. Voilà. On m'a posé une question cette semaine sur ce qui m'animait dans ce métier, ce qui me faisait du bien, les réussites que je pouvais avoir. En fait, la réussite, pour moi, c'est quand on arrive à comprendre l'autre et qu'on arrive à s'adapter et lui donner la place, en fait, pour pouvoir s'exprimer. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce qui me fait plaisir. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Vanessa. Alors, tu repars avec toutes tes affaires. Je repars avec mes affaires. Alors, je ne sais pas, la prochaine exposition, je pense que tu as 180 nouveaux visiteurs et visiteuses qui vont venir vous voir, donc on espère. Tu sais déjà quel sera le thème? Alors, on est sur les animaux domestiques cette année. Ah bah super, il y a Voilà, eu des chats, donc ok, merci. Merci. Voilà. Le prochain intervenant n'est pas un animal, c'est bien. Je me suis dit, il faut le détendre un peu. Cyril, alors lui, son super pouvoir, je pense qu'il est essentiel pour nous toutes et tous, notamment dans cette matinée, c'est se réinventer. Donc il n'hésite pas, il se réinvente, il se raconte, il rebondit. Et ça, en effet, c'est nécessaire. Il va nous expliquer tout ça. C'est à toi. Merci. Ah mais ce que vous faites, nous, on le fait déjà. Oh non, un dispositif de plus. Oh non, on va multiplier les partenaires, c'est du n'importe quoi, ça sert à rien. Non mais Cyril, t'as changé. Ah si, t'as changé. Bonjour à tous, je m'appelle donc Cyril et je viens vous parler d'un nouveau métier qui s'appelle APPV, assistant au projet et parcours de vie. Brièvement, moi je suis de formation éducateur spécialisé et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le médico-social. Alors brièvement, APPV c'est quoi? C'est soutenir la personne en situation de handicap, quel que soit le handicap, quel que soit le projet, dans tous les domaines de la vie, en respectant le plus possible le pouvoir de dire, de faire et d'agir de ces personnes, thématique qui nous rassemble ici aujourd'hui, et prioritairement dans la société inclusive. Vous me direz, tout un programme. Alors, avec mes collègues Anne et Sandrine, on est partis à la rencontre de ces personnes. Je leur fais coucou, elles sont là-bas. On est partis à la rencontre des personnes en situation de handicap, qui se trouvent principalement dans les institutions médico-sociales. Et on a fait cet exercice de communication, nécessaire pour deux raisons. Déjà pour faire connaître ce métier qui est très peu connu, voire pas du tout. Et puis valoriser une nouvelle posture qu'on tente d'habiter maintenant depuis un an. J'arrive donc dans les institutions, la fleur au fusil, toc toc toc. Bonjour, je suis Cyril Beau, APV35. Je suis là pour développer le super pouvoir d'agir des personnes que vous accompagnez. Et tout ça dans la société inclusive, prioritairement. Bah oui, j'ai pas vous faire un dessin, ça a été un peu démontré ce matin. Dans les institutions, là, la situation est critique, il y a un désintéressement des métiers du social, il y a un turnover sans précédent, et en plus, l'ONU préconise la désinstitutionnalisation. Article 19, je crois que c'était ça. Bref, qu'est-ce que je viens leur bassiner avec mes pouvoirs d'agir et mon autodétermination? Et c'est là qu'on me dit du coup, bah oui, mais ce que vous faites, on le fait déjà. On n'a pas besoin d'un dispositif, on a besoin de place. Et là, du coup, je suis un peu le suspect. Suspecté de proposer un écran de fumée rhétorique qu'on appelle société inclusive. Suspecté d'être un peu démago et éloigné des réalités de terrain. Attention, je ne dis pas que le constat des collègues sur le terrain ne sont pas légitimes, bien au contraire, je les connais, parce que moi-même j'y viens. Mais, étant en pleine certification APPV, je me questionne. Je me questionne et je me demande, est-ce que finalement on doit balayer l'héritage des modèles médico-sociaux traditionnels au profit de toute inclusion? Pas sûr. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, ce sont ces mêmes institutions qui tendent à vouloir changer, alors soit par conviction, parfois par injonction, mais bien souvent quand même par nécessité. J'ai eu la chance et puis surtout si je vous pose la question à chacun d'entre vous,
de définir les termes d'autodétermination, de pouvoir d'agir, je pense que j'aurai une réponse différente en fonction des uns et des autres. J'ai eu la chance d'aller mener des entretiens dans un établissement médico-social, justement pour aller questionner sur comment ces termes étaient un peu vécus de l'intérieur de ces institutions. Et les collègues ont souvent le sentiment que, ce que martèlent un peu les politiques publiques, sont les seules solutions pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap, comme si la société inclusive, l'autodétermination, il fallait y aller coûte que coûte. Et du coup, ces collègues, un peu par défiance, avaient le besoin de mettre en valeur de ce qu'ils faisaient avec les jeunes, les moins jeunes, au sein des institutions. Et c'est bien normal parce qu'il y a de très belles choses qui s'y passent. Et je trouve que le témoignage des collègues sur les autres capsules aératoires en témoigne. Il y a de très belles choses qui s'y passent. Et puis après réflexion, je me rends compte que il n'y a pas une réflexion binaire à avoir avec d'un côté les pros inclusion, les pros toute institution. Je me rends compte que l'enjeu majeur finalement se situe dans la coopération. La PPV, on va venir mailler autour des demandes de la personne. Et vous me demanderez, mais oui, mais votre dispositif APV35, quel est l'intérêt? Quelle est sa plus-value? Nous déjà, on a l'avantage de ne pas être estampillé médico-social, on est totalement neutre. On se focalise, comme je disais, sur les demandes de la personne et pas les besoins. On va agir un peu comme des moteurs de recherche avec la personne et ou sa famille, et on va aller rechercher les ressources nécessaires à l'élaboration de leur projet, quel que soit le projet. Et finalement, c'est la personne qui va nous mandater. Et ça, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, effectivement. Et finalement, moi, j'ai eu un petit peu comme une révélation sur ce poste d'APPV. Moi, si j'ai voulu aller travailler sur ce poste d'APPV, c'est parce que moi, j'avais envie de travailler différemment, de sortir des institutions. Tiens donc. Et puis, j'ai un peu comme une révélation, c'est-à-dire que les personnes qui nous sollicitent, je ne suis pas responsable d'elles. C'est-à-dire que j'arrête de prendre en charge et j'essaie de prendre davantage en compte. Aujourd'hui, on accompagne des jeunes dans leur projet de vie travail, projet de vie social, projet de loisirs. On prend le temps d'écouter leurs rêves, leurs désirs, leurs aspirations, leurs craintes. On prend le temps. On prend le temps de questionner. On questionne énormément. Et on prend le temps d'aller coopérer avec vous, les collègues en institution. Avec mes deux collègues Anne et Sandrine, on est disponibles, on se déplace sur tout le département d'Ille-et-Vilaine. Et pour ce faire, on a un petit flyer, puis on a même un stand à l'extérieur de la salle. Donc je disais, on se déplace sur tout le territoire, c'est un service gratuit. Et donc nous, on est prêt à faire le chemin pour venir à votre rencontre, et puis pourquoi pas ensemble ouvrir les portes de la coopération. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Donc tu nous disais, un stand, il est... Je ne sais plus de quel côté, parce que je n'ai pas le sens d'orientation. Bon, vous serez obligé... Ok. Il y a juste ça qui te manque, alors le sens de l'orientation. C'est déjà bien, hein. C'est pas grave. Je m'installe un peu parce qu'on arrive au dernier moment déjà. Mais j'ai entendu quelques estomacs qui grouillaient un peu, donc c'est pas mal. Et alors là, pour cette dernière capsule oratoire, c'est pas 1, 2, mais c'est bien 3 personnes qui vont venir prendre la parole. Parmi ces 3 personnes, il y a donc Mathieu, Martine, qui sont ce qu'on pourrait appeler des personnes bénéficiaires, mais ils sont vraiment pas du tout que ça, parce que eux, leur super pouvoir, c'est l'émotion, c'est l'authenticité, c'est la wash, vous allez découvrir tout ça. Je pense que Mathieu, tu as beaucoup de choses à nous raconter, c'est ça? Ouais? Oui? C'est vrai? Eh ben vas-y. Yo, vous êtes chaud ou quoi? Les gars, on va se la donner ce soir, on va mettre le dawash. Wesh, bien ou bien. Mais c'est normal, hein. Que ça ne marche pas. Vous vous dites que je suis pas un rappeur. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mathieu et je suis adhérent du groupe d'entraide mutuelle Stratagème de Vitré. J'ai été salarié pendant 17 ans. Mais en 2015, j'ai craqué au travail et je me suis effondré. Burn-out. J'ai été hospitalisé en psychiatrie pendant 40 jours avant de commencer à me relever. Lors de ce séjour, j'ai vu une affiche qui présentait le Stratagème de Vitré. Comme je suis curieux, j'ai franchi la porte. Au départ, je ne me sentais pas légitime.
Et puis, je suis vite aperçu que c'était un repère pour moi indispensable si je voulais reconstruire ma vie. D'une simple adhésion, je suis devenu coprésident de Stratagème. Bonjour, je me présente Martine. Je m'appelle Martine. Bonjour, je me présente, je m'appelle Martine et je suis adhérente du groupe d'entraide mutuelle Stratagème de Vitré. Lors d'un repas organisé par le Secours populaire, j'ai rencontré une personne qui était adhérente au GEM, qui venait juste d'ouvrir. Comme Mathieu, par curiosité, j'ai poussé la porte pour découvrir l'association, car j'avais besoin de sortir de ma solitude. D'une simple adhésion, je suis devenue coprésidente de Stratagème. Et c'est dans ce contexte Que nous avons rencontré Vianney. Bonjour. Hop, je remets table. Bonjour, je m'appelle Vianney. Je suis chef de service à l'association Phileas, qui est issue de la fusion des associations Sévigné et Alisa. Mais je suis aussi coordinateur du groupe d'entraide mutuelle Stratagème de Vitré. Mathieu et Martine vous ont parlé du GEM. Mais c'est quoi les GEM? Ce sont des associations de loi 1901, portées par et pour les usagers en santé mentale, qui reposent sur les principes de libre participation, de pair et danse et de convivialité. On compte aujourd'hui environ 600 GEM en France. Ce ne sont ni des lieux de soins, ni des structures médico-sociales. Les GEM permettent de retrouver une autodétermination et du lien social à travers des actions, mais aussi des projets collectifs. Stratagème est né en 2015 sur le territoire de Vitré Communauté et s'est constitué en association en 2016. Aujourd'hui, le collectif vitréen compte environ 60 membres. Chaque GEM doit être soutenu par une association marraine. Celle de Stratagème, c'est l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Un GEM peut également être accompagné au quotidien par une association d'aide à la gestion. Celle de Stratagème, c'est Phileas, qui met notamment des salariés à disposition. Les GEM proposent des actions classiques qui sont des repères pour les adhérents, comme des repas, des sorties, des jeux, des visites, des activités physiques, etc. Mais chaque collectif dégage aussi une couleur spécifique. La singularité de Stratagème est la conception de projets qui s'inscrivent généralement dans une démarche artistique. Et justement, des projets, on en a. On n'en manque pas. Martine, est-ce que vous pouvez nous présenter une activité qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, pour ma part, j'aime pratiquer le tricot au GEM. C'est une activité que j'ai proposée et que j'anime suite à de différentes demandes des adhérents. Certains veulent apprendre à tricoter, d'autres participent pour le plaisir de partager une passion, un savoir-faire, des techniques. Notre projet, c'est de créer une couverture en style patchwork. Chacun va créer une pièce qui, au final, va former un tout à l'image du GEM. En effet, nous sommes des personnes qui se rassemblent pour devenir un ensemble. Et toi, Mathieu, quelle activité apprécies-tu? Me concernant, c'est le yoga du rire. Ce qui me plaît beaucoup
L'activité est proposée une fois par mois. Elle est animée par une intervenante extérieure que nous payons. Comme j'ai souvent beaucoup de choses dans la tête et que c'est confus, le yoga du rire me permet de faire une coupure, le vide, et m'apporte ainsi l'apaisement, de la détente, du bien-être que je ne trouve pas ailleurs. Et puis au-delà des activités de loisirs, vous participez aussi grandement à la vie associative à travers vos fonctions de coprésident. Pour information, le conseil d'administration de Stratagem est composé de 9 administrateurs, dont 4 coprésidents, tous élus parmi les membres. Dès l'origine, ces derniers ont décidé de se partager les pouvoirs, car trop de responsabilités et de pression peuvent conduire à des situations complexes. Comme dans toute association, c'est le conseil d'administration qui dirige le GEM en votant des orientations et des décisions stratégiques. Martine, que faites-vous en tant que coprésidente ? De mon côté, je m'occupe des démarches administratives. Je suis accompagnée de l'animatrice. J'ai la charge de la comptabilité. Je présente le bilan à l'Assemblée nationale. Le général. Bientôt. Et vous, Mathieu ? Ce que j'apprécie en tant que coprésident, c'est de représenter les adhérents à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas tous les jours qu'on a la parole quand on traverse des situations comme les nôtres. Ok. Et pour mieux comprendre, auriez-vous une anecdote de ce que vous apporte le GEM, Mathieu ? Oui, je me souviens de la première fois où j'ai été invité dans une réunion avec des partenaires. Cela m'a fait bizarre. On a sollicité mon avis comme un membre à part entière du groupe, au titre de ma qualité de coprésident, et non plus comme malade ayant une fragilité. J'ai ressenti de la considération et c'était gratifiant. De fil en aiguille, de réunion en réunion, j'ai progressivement pris confiance en moi, jusqu'à venir me présenter à vous aujourd'hui, et ce n'est pas une chose facile. Et toi, Martine, as-tu un exemple de ce que t'apporte le GEM ? Oui, récemment, j'ai croisé un ancien voisin qui a déménagé. À l'époque, je n'échangeais pas avec lui. J'ai pris l'initiative d'aller le voir pour lui demander de ses nouvelles, chose que je ne faisais pas auparavant. J'étais isolée, je me renfermais sur moi-même et j'avais peu de relations sociales. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un équilibre qui m'a permis de ne plus être à l'écart des autres. J'ai donc repoussé mes limites et ce n'est pas les seuls que j'ai repoussés. N'est-ce pas ? Ah oui, ça c'est clair. À Stratagem, on déborde toujours de projets. Et qui l'eût cru, moi aussi, je suis une star de rap. Eh oui, tout à l'heure, vous n'avez pas cru Mathieu lorsqu'il s'est présenté en tant que star du rap. Et pourtant, ils ont raison. Mais je ne vous en veux pas, car ils ne le sont pas encore. Mais bientôt, ils le deviendront. Et lorsque ce sera le cas, vous direz, on a eu la chance de les rencontrer. Je vous explique. Toujours dynamique, ouverte d'esprit et aimant les nouveaux défis, l'association a consacré de l'énergie concernant son nouveau projet. En effet, depuis plusieurs mois, les adhérents ont ardemment travaillé pour créer tout d'abord une chanson intitulée « Délit de folie », puis un clip vidéo. Pour surprendre, ils se sont intéressés au style hip-hop, d'où les stars de rap. Ils ont travaillé les paroles, la musique, le chant, mais aussi la danse et le jeu d'acteur,
avec différents intervenants professionnels qui nous ont accompagnés dans cette formidable aventure. Je ne suis pas une maladie. Tel est le message fort de cette chanson. Il est directement inspiré de la vie des participants et représente bien les adhérents des GEM à qui le projet est dédié. Bien sûr, le sujet est difficile et délicat. Mais même si le message est sérieux, ils ont eu à cœur de l'aborder de manière décalée et positive. Les GEM sont souvent cités comme exemple de fabrique des pouvoirs d'agir. Eh bien, avec ce projet, les adhérents du collectif vitréen ont décidé de prendre leurs responsabilités et de se mettre en action en faveur des personnes concernées par des fragilités. Le lancement officiel du clip se fera demain. C'est dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Le clip sera diffusé sur les réseaux sociaux. Martine, Vianney, Oui. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont tous été hyper sympas, n'est-ce pas? Oui, très attentif. Oui. Donc, on Donc va offrir le clip en avant-première. Ah. Trois, 2, 1. Je roule à fond, je colle à mon plafond, je suis sur les nerfs, j'en ai pas l'air, je pète les plombs, envie de foutre des nions, je suis en bas de route, je le repère. Dans une station, je dépense mon pognon. Je suis désorienté, j'entends les pompiers. L'ambulance, mon carrosse, je ne suis pas Cendrillon. 8 dérapages plus tard, je suis désemparé. La cour des miracles, avec d'autres cinglés. Pour délit de folie, je suis en prison. À cause des pacotes, calmées, un peu calmées. Mauvaise graine, extraite de sa maison. Regardez-moi, je ne suis pas si différent. Vos cœurs comme le mien vivent de sentiments. Besoin de tolérance et de reconnaissance, je vous le rendrai largement. Je suis pas une maladie, ça me rend euphorique. Isolé pas barjot, comme le croit le grand public, sans mes cachetons avalés. Plus de lit, je rentre pas dans votre cirque, pas de panique. Je suis pas une maladie, ça me rend euphorique. Isolé pas barjot, comme le croit le grand public, sans mes cachetons avalés. Plus de lit, je rentre pas dans votre cirque, pas de panique. Équilibre retrouvé, mon regard a changé. Permis d'exister, pas sur terre pour en baver. J'ai 10 de conduite, me voilà sur les rails. Je taille ma route, moins mal, aïe aïe aïe. Ces vents contraires se sont apaisés. On avance sans renoncer, ni régresser. Je me balade sur les chemins, des retrouvailles à mes failles, je dis bye bye. Tout est possible, sentiment de fierté. Mon cœur est libre, ma vie ensoleillée. À l'aise dans mes baskets, j'ai gagné la bataille. Constant dans la durée, terminer cette bagaille. Il leur est venu d'aimer, d'être aimé, de construire une famille et un projet. Rencontrer et partager, j'ouvre le portail. Enfin des émotions, je ferai ripaille. Je suis pas une maladie, ça me rend euphorique. Isolé pas barjot, comme le croit le grand public, sans mes cachetons avalés. Plus de lit, je rentre pas dans votre cirque, pas de panique. Je suis pas une maladie, ça me rend euphorique. Isolé pas barjot, comme le croit le grand public, sans mes cachetons avalés. Plus de lit, je rentre pas dans votre cirque, pas de panique. Bien, merci, on peut les applaudir très fort et puis je les invite à me rejoindre. Voilà, super performance, super préparation. Ils ont beaucoup travaillé pour cette journée-là. Super. Fanny, venez avec nous aussi.
C'est qu'on est ému, hein. On est ému. Voilà, merci encore à tous et à vous tous pour l'accueil. Voilà, bah, écoutez, là, on va maintenant aller au buffet déjeunatoire. Et puis juste un petit rappel, donc après il y a les ateliers avec des inscriptions, un système voilà, très modulable, et il va falloir respecter vos inscriptions dans les ateliers. Et puis je vous rappelle que la reprise, le début des ateliers à 13h45, donc vers 13h30, il faut commencer à se mettre en ordre de marche. Delphine. On ne revient pas dans la salle du coup, enfin on déjeune sur l'espace ressources pour aussi permettre à ceux qui exposent de recevoir un petit peu de monde. Et on reviendra dans la salle vers 15h. Les ateliers auront lieu sur l'espace ressources. Hein. Juste vous dire que c'était super. Enfin, je pense que voilà, tout le monde a vécu la même chose. Vous êtes des super héros. Donc on est vraiment super content de vous avoir mis un petit peu sur la scène aujourd'hui. Merci à Fanny de ce que vous avez pu réaliser parce que c'était chouette. Donc il se passe plein de belles choses en fait hein, dans nos institutions et en dehors.